Juin 2008, Igloolik, petite île du cercle arctique canadien. Les protagonistes de cette aventure, Isabelle Charrier, bioacousticienne et chercheuse au CNRS, Laurie, élève de seconde au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Isabelle part pour un mois de mission afin d'observer et enregistrer les morses. Nous revivons avec elle cette aventure pleine de rebondissements. Plongeons avec les morses. Après 2 jours de voyage, nous arrivons enfin à Igloolik. On descend d'un petit avion. Et donc on voit du blanc, un paysage avec beaucoup de neige, de glace et quelques maisons, quelques bâtiments et puis surtout 3 églises qui sont là dans cette petite communauté inuite et donc on est surpris. Il y a 2 motoneiges qui nous attendent. On ne s'arrête pas à Igloolik ? Alors non, puisque Igloolik est notre point de départ, mais nous allons partir donc sur notre camp de base qui est à peu près à 45 minutes de Igloolik. Et donc nous allons résider dans des petites cabanes en bois qui vont nous servir de maison pour le prochain mois. Et donc là on monte dans ces traîneaux parce qu'on est derrière les motoneiges. Dans quel état d'esprit êtes-vous à ce moment-là ? On est excités puisque on repart voir les morses puisque c'est la 2e année que nous les étudions. Et donc il y a une excitation de savoir qu'est-ce qui va se passer cette année. Alors moi c'est la première fois personnellement que je monte sur une motoneige et encore plus sur un traîneau derrière une motoneige. Toi Laurie, moi aussi, c'est pareil. C'est des sensations différentes de ce dont on a l'habitude. Oui, on se laisse traîner justement et donc on est derrière, on attend de voir le paysage, ce qu'il a changé depuis la dernière fois. Donc c'est aussi intéressant de voir comment ça évolue. On arrive au camp, toujours aussi blanc. On voit des cabanes qui se dessinent au loin, au bord de la banquise. Ça, c'est notre campement ? C'est ça, c'est ces 3 petites cabanes en bois, une grande et des petites. Donc voilà, c'est notre home sweet home. C'est assez rudimentaire, c'est des bouts de palettes et des planches en bois, donc avec des bouts de plastique en guise de fenêtre. C'est tout simple, mais c'est un toit. Mais du coup, comment on se chauffe dans ces abris ? Alors on va avoir des petits poêles à pétrole qui vont nous servir de chauffage central. Donc on va avoir froid un petit peu quand même, mais c'est mieux que rien. Parce qu'il fait entre -5 et 0 degrés, il y a du vent, c'est des conditions qui sont assez rudes. Oui, on est toujours pourtant en été, mais on reste sur des températures d'hiver pour nous. Là, on pose nos affaires. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a notre matériel. C'est quoi la prochaine étape ? On va désinstaller un peu tout notre matériel scientifique, recharger un peu les batteries, puisqu'on a eu 2 jours de voyage, donc on va se préparer pour recharger tout ça, préparer tout l'équipement de terrain pour éventuellement partir demain sur le bateau. Et puis, on va s'installer dans notre petite cabane et faire notre petit nid. Mais du coup, c'est quoi votre matériel ? Alors, nous avons des enregistreurs, des micro-canons pour pouvoir enregistrer les morses, mais aussi des hydrophones, puisqu'on va aussi enregistrer des morses sous l'eau et aussi d'autres phoques, comme le phoque barbu. Donc puis plein de batteries, évidemment, avec les chargeurs, et puis des caméras pour pouvoir aussi filmer nos expériences. Mais vous changez de matériel à chaque mission ? On s'adapte effectivement en fonction de l'animal qu'on va étudier. Si on a besoin, on s'adapte nos micros en fonction de, effectivement, si on est très proche des animaux que nous allons enregistrer ou si on va être plutôt près. Donc on va changer de micro en fonction de ça. Si on est en aérien ou en sous-marin. Et puis après, on a aussi des haut-parleurs. Parce que nous avons une approche expérimentale, donc on va diffuser des sons aussi à nos espèces. Et donc en fonction de nos modèles, on va avoir différents types de haut-parleurs qui répondent à des domaines de fréquences différents. On fait donc un point météo et si la fenêtre est bonne, on part. Malheureusement, il faudra attendre 10 jours avant de pouvoir quitter la base. Le temps ne le permet pas. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là dans ces petites maisonnettes, cabanes de bois avec ce temps pourri, faut le dire ? Il ne faut pas grand-chose en fait pour qu'on ne puisse pas partir. Un petit peu de vent ou du brouillard. En bateau, on ne peut pas s'aventurer dans la glace avec du brouillard. Le vent, ça peut devenir un problème. Donc il faut être patient. C'est long d'attendre dans ces cabanes. Effectivement, les journées sont d'autant plus longues
on a des journées de 24 heures, puisque en Arctique, pendant l'été, on a 24 heures de jour. Donc voilà, il faut se donner un petit rythme si on ne veut pas perdre le fil du temps. On refait un point météo. Et là, ça y est. Enfin, on peut partir. Il fait d'ailleurs très beau. Là, c'est l'effervescence. Ça y est, bah oui, c'est top. Là, on va pas pouvoir partir. Donc, on met tout le matériel dans le bateau. Et ça va rentrer parce qu'il est tout petit, ce bateau. Il est tout petit, mais en fait, notre matériel, on va dire, tient dans une grosse pellicaisse. Donc, on optimise aussi la place. Et puis là, voilà, on met tout le matériel. Le bateau est tracté par une autre motoneige, puisqu'on est loin. Quand même, on a 5-10 minutes en skidoo de l'eau libre. Donc voilà, une motoneige va tracter le bateau et puis une autre va nous amener en traîneau au bord de l'eau. Alors Laurie, par contre, il faut qu'on s'équipe. Il y a des combinaisons. Elles servent à quoi d'ailleurs, ces combinaisons ? Alors c'est des combinaisons de survie. C'est donc, très saillant. Voilà, on a l'air un peu des bibendums Michelin, donc avec des couleurs rouges ou jaunes, voilà, pour être visible si jamais on tombe à l'eau. Ça va nous permettre, c'est des combinaisons qui vont nous permettre de flotter, mais c'est pas des combinaisons qui permettent de rester dans l'eau plusieurs heures, voire plusieurs jours. On part donc en mer avec Pakak, notre guide inuit. Mais comment vous faites pour vous repérer en mer ? Alors, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode européenne. Nous, on a notre GPS avec des points. Donc, on prend le point de base. On se dit, voilà, il faut qu'on revienne ici. On reprend aussi un point au niveau du départ, donc au niveau de là où on a mis à l'eau notre bateau. Et puis on a notre guide inuit, donc Pakak, qui lui n'a pas du tout de GPS. Lui, il arrive et il nous a éblouis, car il se repère dans un environnement où, pour nous, on n'en a aucun, puisque c'est la mer, oui, c'est la glace. Parce que là, autour de nous, c'est de l'eau, de la glace, de l'eau, c'est ça. Donc, un peu monotone quelque part, un peu comme paysage. Donc pour nous, c'est un environnement qu'on ne connaît pas et donc c'est là qu'on voit nos limites. Mais notre guide a vraiment une connaissance excellente de ce milieu et donc il est bien meilleur que notre GPS. Et là, on met combien de temps de bateau avant de voir des morses ? Alors ça va être très variable parce que ces morses, ils se reposent sur des plaques de glace qui dérivent. Donc c'est un milieu très instable. Donc on va pouvoir, peut-être on en verra un dans un quart d'heure, dans une demi-heure, dans une heure. On ne peut pas prédire où ils sont. Ils ne sont pas sur une île, donc un repère vraiment stable. Donc voilà, on part à la recherche et c'est très aléatoire. T'as une bonne vue, Laurie, ça va ? Parce qu'il ne faut pas compter sur moi. Moi ça va. Bon, après là j'en vois pas. C'est vrai qu'en plus on peut les confondre avec des morceaux de glace plus sombres. Alors on va surtout pas se tromper parce on va les sentir avant même de les voir ou les entendre en fonction du vent, puisque ils sont très vocaux. Donc voilà, on aura quand même certains indices qui vont nous dire que c'est bien des morses, c'est pas de la glace sale. Et ça sent quelle odeur ? Alors, ça a une odeur forte, pas forcément très agréable, on va dire. Poisson un peu ? Pas vraiment non plus poissonneuse, je dirais un peu comme quand on visite un zoo, vous voyez cette odeur animale, un peu musquée, voilà. Vous sentez ce que je sens ? Oui. Ne serait-ce pas une odeur de morse ? Ça sent le morse. Là, ça y est, on les voit. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va s'approcher tout doucement parce que justement, on ne veut pas les effrayer et on sait qu'ils peuvent être quand même assez sensibles dans cette zone de l'Arctique et d'ailleurs dans tout l'Arctique. Les morses sont encore chassés, donc c'est très régulé. Il y a un certain nombre de morses qui peuvent être chassés par an, il y a des quotas. Mais voilà, donc pour eux, voir un humain, voir un bateau, ça peut être une menace parce que ça peut être des chasseurs. Donc on va les approcher tout doucement. Puis une fois à une certaine distance, on va couper le moteur et se laisser dériver. Mais s'ils sont pris de panique, est-ce qu'ils peuvent devenir dangereux ? Alors il faut faire attention effectivement puisque la première, on va dire, réaction, ça va être de fuir, de nous fuir, donc de partir en nageant. Mais on peut aussi avoir, par exemple, des mâles qui vont vouloir aussi défendre leur groupe, puisque ce sont des animaux très sociaux. Donc, ils s'entraident vraiment. Donc, s'ils voient qu'il y a un animal en difficulté ou en stress, ils peuvent aller voir. Et donc, nous, en étant la menace, effectivement, on peut avoir
des mâles qui vont venir autour du bateau et qui peuvent crocheter, par exemple, le bateau pour nous retourner. Donc il faut faire attention et ça fait partie du job un petit peu de notre guide, c'est de regarder pendant que nous on fait nos enregistrements. Une fois le groupe repéré, en quoi consiste votre travail ? Alors nous, on s'intéresse à la reconnaissance mère-jeune. Donc est-ce qu'une mère ou son petit sont capables de se reconnaître via leur voix, leur vocalisation ? On enregistre les animaux, on télécharge les enregistrements, on prépare nos séries de playback et ensuite on diffuse aux animaux 10-15 minutes après les avoir enregistrés. Et oui, parce que si on ne diffuse pas dans la foulée, on va perdre de vue cette maman et son petit et on ne pourra pas les verra tester. Peut-être jamais. Donc on ne sait pas, vu qu'on ne peut pas les identifier, on ne peut pas les marquer, par exemple avec un petit peu de peinture. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse tout vraiment dans l'heure, on va dire. Mais du coup, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Ça sert à connaître justement comment ces animaux utilisent leurs signaux acoustiques dans leur vie sociale. Et notamment, ce qui est important pour nous, c'est non seulement d'avoir cette connaissance qui paraît plus fondamentale, est-ce qu'il y a une reconnaissance vocale chez ces animaux, mais ça va nous permettre par la suite de regarder quels pourraient être les impacts, par exemple, de la pollution sonore dans ces milieux sur ces animaux. Par Typiquement exemple, un bateau qui passe. Voilà, un bateau qui passe, des prospections qu'il peut avoir dans ces milieux. Malheureusement, on sait que la fonte des glaces, l'ouverture du passage du Nord-Ouest est de plus en plus grand et de plus en plus avec une durée plus longue. Et donc on sait que les nuisances sonores vont augmenter dans ces habitats. Et donc il est nécessaire de savoir ce bruit, comment il va impacter le comportement, les communications de ces animaux. Est-ce qu'ils vont, par exemple, vocaliser de façon différente pour ne plus être masqués, par exemple, par le bruit ? Mais ça va être surtout de comprendre s'il y a un masquage, comment éviter ce masquage. Donc peut-être dire, dans ces zones, on sait qu'il y a des jeunes, il y a des morses avec des très jeunes et des mères. Et donc il va falloir limiter le bruit dans ces zones. Peut-être en réduisant, par exemple, la vitesse des vaisseaux qui vont passer dans cette zone, ou en leur demandant peut-être d'aller un peu plus loin, puisqu'on sait que c'est une zone très occupée par les morses. Donc il y a surtout essayer de réduire pour eux l'impact de ce bruit. Mais du coup, comment vous savez si la mère et son enfant ils se reconnaissent ? Alors c'est pour ça qu'on fait des tests à une mère. On va lui diffuser des cris de son petit, regarder son comportement. Et un peu après, on va diffuser des cris d'un autre petit du groupe et regarder son comportement. Mais là, on le diffuse du bateau. Il n'y a pas un risque que la mère pense que le petit est sur le bateau et vienne nous voir ? Alors, le petit est vraiment à côté de sa maman. Donc elle va pas se dire j'entends une voix, mon petit est aussi sur le bateau. Voilà, alors souvent elles sont quand même un peu surprises effectivement puisqu'elles reconnaissent très bien. Donc elles regardent, on en a eu certaines qui vont répondre, par exemple vocalement, qui vont crier. Mince, j'en avais 2, je savais pas en fait. Voilà, et en fait il va y avoir une vérification visuelle et aussi un peu olfactive, c'est-à-dire elles disent tiens, c'est bizarre, je l'entends là-bas, alors qu'il y en a un ici qui est censé être le mien. Donc on va avoir un regard de dire, elle va vérifier quand même, si mon petit il est là, il est derrière moi ou à côté, et puis elles vont aussi le renifler. Il y a souvent une vérification olfactive, c'est-à-dire elles vont vraiment... C'est fort, voilà. Vous comprenez toujours la communication entre morses ? Est-ce que vous parlez morse couramment ? Alors, j'ai jamais fait de vrai morse. Là, je comprends mieux le morse du morse. Donc, oui, on arrive à associer pourquoi ils vont produire telle vocalisation dans tel contexte. On est tellement absorbés par nos discussions avec les morses que nous n'avons pas vu ce gros mâle qui arrive derrière le bateau, mais heureusement Pacaque est là, il démarre le moteur, là faut vite partir parce que vous l'avez dit Isabelle, ils peuvent être dangereux ces morses. Et pourquoi Pacaque a-t-il emmené un fusil ?
Alors on emmène un fusil, pas pour les morses. Ah, mais pour me rassurer. Voilà, non, c'est pas. Mais en Arctique, il y a beaucoup d'ours polaires. Et donc, il y a une nécessité, voire une obligation de toujours amener un fusil à bord ou quand on part en skidoo avec nous parce que voilà, les ours polaires peuvent être n'importe où. Et donc, il faut savoir se protéger s'ils décident de venir un peu trop près. Allez, il est temps d'y aller, parce que ça fait quand même 10 heures qu'on est sur ce bateau, donc on va peut-être rentrer au campement. Après, vous faites quoi des sons que vous avez pris? Alors les sons de la journée, on va les regarder sur ordinateur, les trier, les sélectionner pour nos analyses, puisque là, la partie enregistrement est une première étape de nos études. Ensuite, une fois qu'on va re-rentrer en France et au laboratoire, on va justement faire des analyses acoustiques sur ces sons pour voir comment varient ces sons en fonction des contextes sociaux, en fonction des individus, rechercher s'il y a des marqueurs d'individualité. Donc voilà, tout ça va être trié pour ensuite être analysé au laboratoire. On met les sons sur l'ordinateur et puis on mange un petit bout quand même, tous ensemble. Et puis après, on va retourner chacun dans notre cabane, c'est ça? Parce qu'il y a la cabane où on travaille, où on mange, mais on sépare bien les choses. Il y a des cabanes où on dort. Voilà, on a 2 petites cabanes qu'on va se partager, où on aura notre lit et nos duvets. 3 duvets par personne parce qu'il fait froid. C'est ça, il fait pas très chaud. Il n'y a pas de douche dans les cabanes? Ah non. Là, on a des lits, on a des duvets, c'est déjà bien. Un petit poêle. Mais pas de douche. Mais pas de douche, non. Donc on va. Fait comment? Alors on va utiliser nos petites lingettes, voilà. Et puis on verra peut-être dans une semaine ou 15 jours, on retournera peut-être à Igloo Lake pour aller prendre une bonne douche chaude. Mais là, pour l'instant, c'est, on va dire, une petite toilette de chat. Pas de toilette non plus, j'imagine? Alors, il y a une petite cabane avec un toilette, on va dire, assez sommaire, c'est-à-dire un seau avec un sac plastique. Allez, au lit. Comme on n'a pas de douche, pas d'excuses, on va se coucher tout de suite. Vous avez bien dormi ou pas? C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça va. Moi, j'ai mis un peu de temps à m'endormir parce que j'avais très 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 froid aux pieds, mais après, une fois endormi, on dort bien quand même dans le froid. Bon allez, on avale un petit déj, il fait très beau dehors, on n'a pas de temps à perdre, on l'a compris, c'est pas tous les jours qu'il fait beau, donc on en profite. La journée s'annonce très belle, donc on va beaucoup travailler a priori, sauf qu'évidemment, ça ne se passe pas exactement comme nous l'espérions. Donc effectivement, c'est une belle journée, on a un grand soleil, pas de vent, donc c'est un peu la journée de rêve pour partir trouver des morses. Et puis d'un seul coup, on a ce brouillard qui tombe. Donc là, naviguer dans le brouillard avec de la glace un peu partout, c'est un petit peu dangereux. Donc notre guide propose qu'on aille se mettre là, il y a une petite île dans quelques kilomètres, on va y aller comme ça, il y a une petite cabane encore, on va pouvoir aller manger un petit sandwich, boire un thé ou un café et puis normalement ça ne devrait pas rester très longtemps, donc dans quelques heures on pourra repartir. Parce que là c'est un brouillard extrêmement épais, on ne voit pas à 10 mètres. Ouais, voilà. Là, je vous vois à peine. Voilà, c'est ça. Donc on va aller se réfugier sur cette île tranquille. En plus, c'est sympa. On pourra voir les sternes qui nichent là-bas, donc ça devrait être sympa. Le brouillard se dissipe enfin. Et là, surprise. Nous ne sommes pas seuls. Alors oui, il y a plein de sternes arctiques qui nichent, mais on a aussi ces 3 ours là-bas qui sont à 100 mètres. 3 ours polaires. 3 ours polaires qu'on n'avait pas vus puisque blanc sur blanc, ça ne se détecte pas. Mais eux, ils nous avaient sans doute senti ou même vu. Senti, c'est sûr. Vu, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont dû nous sentir, nous entendre parce que on n'est pas super discret, on parle entre nous. Voilà. Donc là, quand même, un petit moment, je dirais, de panique, de dire peut-être qu'il faut partir. Donc oui, effectivement, on va partir parce que 3 ours, ça fait beaucoup. En plus, un ours, ça fait tout pâteau comme ça, mais ça court très vite. Là, on est vraiment en danger. Là, il ne faut pas traîner. Oui, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, on ne tente pas quoi que ce soit. Je comprends mieux pourquoi vous avez ramené un fusil. Mais même si c'est une espèce protégée, on peut leur tirer dessus? C'est quand même des prédateurs. Donc, effectivement, si on se sent menacé ou s'ils nous attaquent, on va faire usage du fusil. Déjà, dans un premier temps, peut-être en l'air pour les effrayer.
Et s'ils continuent d'approcher, malheureusement, on sera obligé de leur tirer dessus. C'est eux ou nous. On retourne au camp et là, une surprise nous attend. Un chasseur est là et il a ramené ce qu'il a chassé. Un phoque annelé, donc ça fait partie des petits phoques du coin qui sont beaucoup chassés pour que les Inuits se nourrissent, tout simplement. Donc là, on a Tam là, qui est en train de le découper. On s'approche par curiosité, voir justement aussi comment ils découpent un phoque, comment ils enlèvent la peau, puisque la peau est aussi utilisée beaucoup dans la confection d'habits, de bottes. Donc ils utilisent quand même tout. Rien ne se perd. Non, pour ça. Donc tout est mangé, tout est utilisé. Donc ça, je trouve, c'est super. Et puis on va goûter, puisqu'il nous propose justement, il nous invite à déguster ce phoque. Ça ne se refuse pas. Non, on va éviter de froisser. Voilà, pour eux, ils ont le plaisir de partager ça avec nous. Donc on va commencer par un petit bout de foie cru. Après vous, Isabelle. Moi, j'aime bien le foie, donc je me laisse tenter. Mais ça a quel goût le phoque ? Alors, c'est difficile à décrire parce qu'on ne comprend pas pourquoi on mange de la viande qui ressemble en texture, on va dire, à du bœuf, mais on a un goût de poisson en bouche. Donc là, il y a notre cerveau qui n'associe pas ce qu'il voit et ce qu'il goûte. Donc, très perturbant. C'est un peu perturbant. Donc, moi, je dirais pas que j'apprécie. C'est pas quelque chose que je mangerai tous les dimanches, mais voilà. Donc, c'était l'occasion de découvrir ces goûts un peu, non quotidiens. Le phoque est bien passé, étonnamment, c'est plutôt une bonne nouvelle, car c'est une nouvelle journée ensoleillée aujourd'hui. Et c'est magnifique, d'ailleurs autour de nous, on croise même de gros mammifères marins, Isabelle. Oui, on a la chance de rencontrer, de croiser une baleine franche boréale. Donc c'est vrai que dans cette zone, elles viennent en été, et donc voilà. C'est rare, c'est des grandes baleines noires, elles peuvent faire jusqu'à 14 mètres, je crois, c'est assez costaud gros. Quand même. Voilà, ouais. Donc là, on a la chance de la voir, peut-être de l'entendre. On va plonger l'hydrophone, voir si on arrive à les entendre. Alors ? Et on les entend. Ah, c'est chouette. Et un petit phoque annelé. C'est vrai que c'est mignon quand même. Très mignon. Mais c'est ce qu'on a mangé hier soir ? C'est ça. Ah. Donc on voit plein de belles choses, on l'a dit, phoque annelé, on voit aussi des phoques barbus, on voit beaucoup de choses sauf l'objet de votre recherche, pas un morse à l'horizon. Là, c'est compliqué parce qu'il faut qu'on les trouve. Donc on va chercher, donc on va se déplacer dans ces passages de glace et on espère qu'on va réussir à en voir quand même. On est là pour ça. Alors, on va continuer. On va parcourir toutes ces on va dire, chenals d'eau libre. Et puis, au bout de quelques heures, il n'y a rien. Donc, on va aller ailleurs. C'est déprimant quand même de passer autant de temps et de chercher. Surtout, c'est vrai que c'est les Inuits qui nous ont dit « là, vous allez en trouver ». Oui, puis là, il y a 2 ans, on en trouvait beaucoup. Donc, mais cette année, on fait face à cette glace qui est là, qui ne fond pas beaucoup. Et donc, ça nous empêche d'aller dans des zones plus lointaines où les morses sont probablement là. Donc là, on va décider d'aller ailleurs. Donc on va rebrousser chemin, si je puis dire. On va reprendre, essayer de retrouver par où on est passé et voir si on peut aller, par exemple, plus au sud. Mais là va se passer un événement très très ennuyeux. On ne trouve plus notre passage. La glace se referme. On voit que la zone d'eau libre commence un petit peu à se réduire. Donc là, ça devient un petit peu inquiétant puisque il va falloir, là, je pense, qu'on monte le bateau sur la glace si on ne veut pas que la glace l'écrase. On monte le bateau sur la glace, on attend. On a un téléphone satellite, j'imagine ? Alors, l'année d'avant, on en avait. Là, on se retrouve avec une radio. On va tenter de l'apprivoiser et d'appeler déjà le camp de base pour leur dire que on est bloqué et de voir qu'est-ce qu'on fait.
Mayday, we are 3 French researchers and with her Inuit guide and we are stuck on ice and we need help. Pas de réponse pour le moment ? Pas de réponse au début, donc on se pose la question sur le bon fonctionnement de notre radio. Donc on redéploie un peu mieux l'antenne, on va voir et on va réessayer. Et là, on est dans quel état d'esprit à ce moment-là ? Parce que notre guide, il n'a pas vraiment fait son travail. Alors, ce matin, on n'a pas eu notre guide qu'on a eu les jours précédents. C'était pas Pacac. Ah, non, là, c'est pas lui et là, c'est Sam. Donc, on ne connaît pas. On ne sait pas trop s'il a l'habitude de faire ce genre de service de guide. Visiblement, non. Donc là, en l'interrogeant un peu, on se rend compte que c'est un peu une première pour lui. Donc là, on voit les choses un peu différemment et là, on se dit qu'il va falloir quand même qu'on ait de l'aide incessamment. On est sur un morceau de glace flottant. On est sûr qu'il va tenir ? Eh ben, on espère. Donc là, on a la chance, on en a pris un qui est bien plat, assez grand. Donc on a le bateau dessus, nous on a de la place. Et puis on se dit que si jamais un hélicoptère va pouvoir venir, il y a aussi un peu la place finalement pour qu'il puisse venir. Donc voilà, on croise les doigts pour que cet hélicoptère finisse par arriver. Mais les conditions changent un petit peu. On a du brouillard. Donc ça, ce brouillard va être compliqué parce que les hélicoptères ne décollent pas s'il y a du brouillard. Donc il va falloir être patient. Les heures défilent, toujours rien à l'horizon et la fatigue commence à se faire sentir. On dort à tour de rôle, c'est ça ? Oui, parce qu'on a toujours le danger de l'ours, donc on ne peut pas tous dormir en même temps. Donc on va prendre chacun son quart et regarder, scruter l'horizon, même si dans le brouillard c'est compliqué de voir quelque chose, mais il faut qu'on puisse être alerte et agir si jamais un ours s'approche. Mais du coup, on dort là sur ce morceau de glace ? Alors on va dormir dans le bateau, hein. On a un petit peu un coin où on va pouvoir se mettre pour être un peu à l'abri parce que il commence à pas faire très chaud. Donc on va faire au mieux pour se blottir un peu aussi les uns contre les autres et voilà. Et puis on va espérer pouvoir partir bientôt. Le lendemain matin, nos corps sont engourdis, nos ventres gargouillent et toujours pas d'hélicoptère à l'horizon. Il nous reste encore de la nourriture dans nos sacs ? Alors il reste un petit sandwich qu'on va se partager. Alors, on va réduire. C'est peine à voir ce sandwich. C'est pas gros, mais voilà, on va se le partager. On va pouvoir boire. On a du thé. On va optimiser nos sachets de thé, notre sucre. Et puis voilà. Et à quel moment il y a une crise de panique qui arrive ? Parce que franchement, moi perso, je suis pas hyper sereine. Bon, on est, je pense, tous conscients du danger, mais on garde notre calme. Je pense que paniquer, ça servira à rien, au contraire. Donc voilà, on attend, on continue nos appels et d'avoir des mises à jour auprès du camp de base et on va voir ce qui se passe. Finalement, quelqu'un nous répond. Cette personne nous envoie un hélicoptère canadien qui arrive au bout de 3 jours. Et du coup, pour le bateau, on va le laisser là ? C'est ça. Donc cette mésaventure, malheureusement, sonne la fin de notre mission, car nous ne remettrons pas la main sur ce bateau, en tout cas pas avant le mois d'août. Donc on ne sera évidemment plus là. C'est une grosse déception. C'est une grosse déception, c'est beaucoup de frustration. Mais voilà, ça fait partie du travail de terrain. Des fois, les missions ne se passent pas comme on veut. L'Arctique est un milieu très imprévisible. Il faut savoir l'accepter. Mais c'est vrai que pour nous, c'est très frustrant. Mais alors, qu'est-ce qui ressort de cette mission côté recherche ? Est-ce qu'on arrive à la conclusion que oui, maman et petit se reconnaissent entre eux ? Oui, ça c'est bon. On ne le savait pas auparavant, ça paraît... parce que certains animaux ne se reconnaissent pas entre eux. Alors, il y a certaines espèces, effectivement, où il n'y a pas la nécessité, forcément, d'avoir une reconnaissance, par exemple, entre la mère et son petit. C'est donc une découverte. Oui, c'est tout nouveau. Ça, jamais personne ne l'a fait. Et, du fait de la difficulté de ce terrain, donc on se demande pourquoi, mais maintenant on sait un peu mieux. C'est notre dernier passage à Igloolik. Nous prenons l'avion et quittons ce paysage blanc
la tête contre le hublot. Votre regard s'arrête sur quoi ? Sur cet Inukshuk qu'il y a vers l'aéroport. Donc l'Inukshuk, c'est une sorte de sculpture faite avec des morceaux de rochers ou des cailloux. Donc c'est une espèce de sculpture qui est un peu le symbole de l'Arctique. Et donc se dire, voilà, on y était, on en repart et on espère y revenir quand même. Moi j'ai 17 ans. À mon âge, c'était quoi votre rêve ? Alors ça va paraître un rêve pas forcément très fun, mais j'avais vraiment la volonté depuis toute petite d'être vétérinaire. Moi je me voyais vétérinaire en Afrique à étudier les grands félins et voilà, j'avais cette image un peu idyllique, peut-être un peu naïve, hein, mais voilà, donc je me voyais là-bas dans la savane à étudier les lions. Et voilà, donc au départ, ça a été dur pour moi on va dire, de pas pouvoir faire ce que je voulais vraiment, vétérinaire. Et puis en fait, après, au cours de mes études, je me suis dit, mais finalement, le vétérinaire, c'est une chose, mais étudier le comportement, c'est une autre thématique. Et donc, voilà, donc après, j'ai eu cet autre, on va dire, rêve d'étudier le comportement animal. Et puis, voilà, à travers mes études et les rencontres que j'ai pu avoir, j'ai pu finalement accéder à ce rêve. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est quoi ce rêve ? Alors aujourd'hui, moi, c'est vrai que j'aimerais beaucoup partir en voyage avec mes enfants, ma famille, et de leur faire découvrir moi, des endroits que j'ai pu découvrir au cours de mes missions, et puis d'autres endroits que je ne connais pas, mais que j'aimerais aller voir. Cet état encore sauvage, partager avec ma famille. Plongeons avec les morses avec Isabelle Charrier, bioacousticienne chercheuse au CNRS, un podcast produit et réalisé par René Prod, en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, la Fondation de la Mer, Gobelin, l'École de l'Image, et pour cet épisode, le lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et le développement durable.